Bonsoir. Bonsoir, là je suis avec Julia et Audrey, on n'attend plus que Aaron. Pour présenter un petit peu, donc là on fait un live avec deux thématiques qui vont être liées notamment par la nouvelle d'Audrey. Donc à la fois on va parler un peu de fin du monde, de Ragnarok et aussi un petit peu du bestiaire mythologique nordique, donc avec notamment deux créatures, une qui est d'Aaron qui nous rejoint d'ailleurs. Donc Voilà. on voit pas très bien Vous ne Aaron. voyez pas du tout, hein. Non, non, Attends, je vais inverser ça. C'est parti. Et voilà. c'est parfait. C'est l'apparition. Bienvenue aussi avec nous, Aaron. Comme pour le précédent live, on va faire un petit tour de table pour vous présenter. On a Julia et Audrey qui nous rejoignent sur les éditions. Aaron a déjà fait quelques anthologies avec nous. Donc les habitués le connaîtront. Et puis ceux qui arrivent, moi, je te laisserai aussi te représenter. Donc on va commencer avec Julia et puis on va faire le tour. Alors, j'ai pas grand-chose à dire sur moi. Je m'appelle Julia Risotto. Je suis en direct de l'île de la Réunion actuellement. Wow. Alors, pour, je vais faire un petit parallèle avec ma nouvelle, juste très très rapidement, mais j'écris sur l'hiver alors que j'ai jamais connu l'hiver duquel je parle en fait. J'ai trouvé ça génial à écrire du coup, parce que ça a donné une dimension très fantastique pour moi. J'ai eu 2 publications pour l'instant dans des recueils de nouvelles et je suis hyper fière d'être publiée cette année dans le recueil nordique. Et voilà. Merci pour la présentation et puis on aura l'occasion de reparler un peu plus effectivement de ta nouvelle juste après. Et puis bienvenue aux éditions. Merci. Je passe à Audrey. Bonsoir. Audrey Braguer, je suis enseignante dans le primaire depuis presque 20 ans. J'écris depuis 10 ans à peu près. Voilà, j'ai repris des études pour me perfectionner dans l'écriture c'est la première fois que je suis publiée, donc très très heureuse. Et voilà. Félicitations pour la première publication et bienvenue également. Et Aaron, je te laisse refaire une petite présentation. Ok, bon, moi, ça risque d'être un peu plus long. Du coup, ouais, ça va faire une dizaine d'années que je collabore avec Barbara. Hein, donc, il y a eu pas mal de nouvelles qui ont été publiées, que ce soit aux éditions Luciferine ou dans d'autres maisons d'édition. Donc là, je crois que c'est mon 7e ou 8e texte qui sort chez toi, Barbara. Hein, on va pouvoir fêter ça. Hein, on va arriver à l'anniversaire. Et donc, j'ai commencé avec Sombre Félin, et après j'ai enchaîné avec Civilisations disparues, Démon japonais, Étrange enfance, Belle époque. Si vous entendez des miaulements, vous inquiétez pas, il y a mon chat qui me tient compagnie, hein, n'ayez pas peur, hein, de temps en temps, voilà, qui va vouloir parler avec vous. C'est bien, ça colle avec l'univers de ma nouvelle. Mais voilà, donc du coup, 10 années de publication et de nouvelles fantastiques et horrifiques. Donc pour Terreur nordique, on avait un sujet qui était la mythologie nordique avec un appel à texte qui demandait d'écrire des nouvelles horrifiques, fantastiques qui prend donc un élément de cette mythologie-là. Donc un petit peu quand vous avez vu l'appel à texte, qu'est-ce qui vous a attiré dedans? Est-ce que vous aviez un intérêt déjà de base pour la mythologie nordique? Et comment sont venues les idées? Comment vous avez abordé le fait d'écrire une nouvelle fantastique, horrifique, avec cette thématique? Je repasse la parole à Julia. Alors, j'avais déjà un intérêt pour la mythologie, même si ça a commencé vers l'adolescence, je préférais la mythologie grecque et romaine parce qu'on en entend beaucoup parler. Il y a eu beaucoup d'adaptations pour les jeunes, parce que c'est un peu considéré, enfin, la civilisation grecque, comme la civilisation romaine, c'est un peu considéré comme le berceau de notre civilisation moderne. Donc forcément, ça arrive dans tous les médias, euh, du plus érudit au plus mainstream, on va dire, même si j'aime pas trop ces mots-là. Par contre, j'avais un oncle qui a fait son mémoire sur la mythologie nordique. Du coup, dès l'enfance, j'avais mon oncle qui me racontait des mythes. Et c'est quelque chose dont je m'étais jamais trop approchée pour écrire dessus parce que ça me faisait un peu, pas forcément peur, mais disons que ça m'impressionnait. Je me disais, mais ça a été très bien raconté avant, je vois pas ce que je vais dire là-dessus. Et en fait, l'appel à texte, qui est une notion un peu d'horreur, de fantastique, et en même temps un mythe qu'on me demande de re-raconter, en fait, immédiatement, j'ai une idée, je me dis, bah, c'est là. C'est le moment de faire le truc qui te faisait un peu peur, donc vas-y, et ça s'est bien passé, je crois. Et juste comme ça,
un peu peur, cette notion de froid, comme tu disais que tu n'avais pas connu ce genre de climat. Oui, au final, je fais un saut dans l'inconnu. C'est ça. En fait, Julia nous parle, enfin, on a fait une nouvelle sur l'hiver éternel qui est censé précéder la fin du monde. Donc, on a effectivement une nouvelle très ambiance où on est vraiment plongé dans la glace. Après, c'est un peu le cas des trois nouvelles parce qu'il fait froid dans les trois, mais pour le coup, dans la sienne, on a vraiment cette dureté du froid qui n'en finit pas et qui menace vraiment. Enfin, il n'y a même pas besoin de créatures tellement ce froid est terrible. Voilà, pour vous expliquer un petit peu. Donc on passe à Audrey, puis si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas, on peut aussi répondre. Je laisse la parole à Audrey. Alors pour ma part, j'aime écrire du fantastique, de l'horrifique. Je suis fan de Stephen King depuis très très longtemps. Et quand j'ai vu l'appel à texte, la mythologie nordique m'a toujours attirée. Et quand j'ai vu qu'il y avait Fenrir, le loup, j'ai tout de suite eu mon idée parce que j'aime beaucoup écrire sur la forêt et les loups en général. Voilà, c'est un domaine qui me plaît pour le côté mystérieux, merveilleux, qui peut être dangereux. Voilà, le loup bah, par amour de la bête. Voilà, donc j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai beaucoup appris, c'est très intéressant c'est très différent et pas tellement, mais des mythologies romaines et grecques. Voilà, c'est un peu plus, on va dire un peu plus sauvage et je trouve propice à ce genre de nouvelles. C'est vrai que par rapport aux mythologies, comme moi je l'avais dit d'ailleurs dans l'autre live, par rapport aux mythologies grecques et romaines, on a quand même une notion beaucoup plus forte de nature menaçante dans la mythologie nordique, autant par le climat que par les créatures aussi qui peuvent vivre dans ces régions-là. Donc comme tu dis, le loup, l'hiver, et puis bon, pour Aaron, c'est un peu plus particulier. C'est une créature un peu plus récente, on va dire, de la mythologie nordique. Mais par contre, tu abordes aussi justement aussi le côté naval et donc du coup les voyages, aussi les tempêtes et la dangerosité de cette vie-là, donc aussi de voyageurs des mers. Donc je te laisse Exactement, parler un peu plus. exactement. C'est vrai qu'au départ, moi, sur cet appel à texte, moi, j'avais compris que c'était sur les Vikings. Voilà, déjà de point de départ. Après, j'ai vu que ça se transformait en terreur nordique. Et j'ai choisi mon thème il y a des mois, vraiment il y a des mois. Mais j'ai mis cet univers viking, mais côté historique. J'ai respecté pas mal d'aspects historiques. Les gens qui vont lire ma nouvelle pourront vraiment revoir les lieux, voir qu'il y a des noms qui sont associés à des lieux. Enfin, vraiment, il y a le côté historique qui est là. Hein, ça, c'est important. C'est quand on en a parlé tous les deux, Barbara, ce côté marchand de laine, marchand des Vikings. Je tenais à le mettre en place. C'est un fil conducteur de ma nouvelle. Et vraiment, oui, cet appel à texte, je me suis dit comment introduire l'élément fantastique, l'élément horrifique, parce que c'est une nouvelle qui est un petit peu horrifique quand même, légèrement. Hein, c'est pas, je suis pas trop trash. Hein. Mais comment introduire l'élément horrifique dans cet univers des Vikings, c'était pas trop compliqué parce que la mythologie est très riche, hein, vraiment très riche. Hein. Là, on parlait de Fenrir, qui est une figure passionnante. Hein. Mais moi, je choisis une autre figure. Voilà, dont je parlerai peut-être après. Je sais pas, tu me diras quand je pourrais annoncer ma créature. Hein. Mais voilà, donc j'ai choisi une créature un peu plus, voilà, un peu plus inconnue du grand monde, qui s'appelle le Yola Koturin. Yola Koturin, qui est un chat géant en fait, hein, et qui hante la brume. Elle est voilà au moment des fêtes de fin d'année, au moment de Yule. Pour ceux qui connaissent Yule, je sais pas si vous connaissez Yule. Yule, c'est le solstice d'hiver. Hein, et c'est la fête de Noël. Hein. Chez les chrétiens, on a remplacé ça par la fête de Noël. Et chez les Scandinaves, c'était Yule. Et il y a des légendes autour de Yule. Et le Yola Koturin fait partie des légendes de Yule. Qui m'a apporté l'élément fantastique et l'élément horrifique. Et il y a ce côté forcément froid, hiver, neige, brume. Je pense qu'on retrouve dans beaucoup de textes, mais c'est sûr qu'il nourrit le fantastique et l'imaginaire, parce que quand il y a quelque chose qui est caché dans la brume, forcément le lecteur, le spectateur, que ce soit au cinéma ou dans un livre, va être amené à se questionner, à s'interroger et à avoir peur. Et j'espère qu'on fera peur avec nos textes, un petit peu. Je pense un petit il y a du beau programme à mon avis pour ceux qui veulent frissonner dans tous les sens du terme, je pense même. Il y en a une question donc, de Natacha qui demande si les mythologies sont dans les programmes scolaires. Alors, enfin, j'ai pas l'impression que la mythologie nordique soit très abordée. C'est vrai que la mythologie grecque, on la voit, enfin gréco-romaine, on va la voir au collège.
Mais la mythologie nordique, pas trop. Enfin, je crois. Moi, j'ai pas le souvenir La d'avoir. mythologie nordique, ça peut être abordé en fait dans le programme de sixième rapidement parce que vu que ça parle des récits de création, il y a forcément, si jamais le prof s'y intéresse un peu, il va forcément faire au moins un cours sur la création du monde selon la mythologie nordique. Mais c'est vrai que c'est pas dans les programmes officiels, on va jamais trouver ça dans un manuel scolaire. C'est ça. C'est vrai qu'on parle, je vois des pathèses qui parlent du panthéon égyptien. C'est vrai qu'on va être plus amené à entendre parler de la mythologie égyptienne en général que de la mythologie nordique, à moins d'avoir un enseignant qui a envie d'en parler. Alors c'est peut-être différent dans les pays anglo-saxons, ils sont un peu plus marqués par cette culture-là, mais c'est vrai qu'en France, voilà, c'est une culture qu'on connaît pas tant que ça, en fait, qu'on connaît beaucoup à travers un prisme un peu de jeux vidéo, de films, surtout réinterprétés par les Américains. Mais finalement, je vois, c'est comme on disait même dans l'autre live, on est sur quand même une vision du monde très différente de celle des Romains. Et d'ailleurs, comme je l'avais dit, les Romains et les Nordiques germaniques avaient un peu de mal à communiquer quand même. Ils n'avaient pas du tout la même sensibilité ni le même rapport au monde. Voilà. Si vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ça ou Aaron? Non, je pense que pour les personnes qui sont intéressées par la mythologie, elles y trouveront forcément leur compte, parce que c'était quand même le point de départ, hein, le côté terre nordique, on s'est tous inspirés de thèmes, de légendes. Et comme tu l'as dit, tu l'as très bien dit, les Américains sont accaparés ça. Et forcément, aujourd'hui, quand on pense mythologie nordique, on pense à Thor, quoi. Malheureusement, Thor de Marvel, moi qui est pas un univers qui m'a vraiment emballé, hein, je vais être honnête. Mais quand on voit Loki, toutes ces choses-là, on voit ces personnages-là, ce qui a un peu déformé la réalité. Le point de départ des légendes et des textes qui ont été transmis, hein, parce qu'au départ, tous ces légendes, c'est des textes qui ont été transmis. Quand je pense à Boulivaille, Beowulf, hein, c'est un texte au départ, c'est un poème qui a été transformé après derrière, et aujourd'hui on a une version américanisée de la légende. Donc l'intérêt de ton appel à texte, c'était de retourner vraiment au point d'origine. C'est Je ça. sais pas pour Fenrir comment tu as abordé le texte. Mais tu vas peut-être pouvoir me parler de Fenrir, hein, parce que moi tu m'as parlé de loup là, donc du coup je suis emballé. Oui, oui, bah, Fenrir, c'est vraiment un personnage mythologique que j'ai découvert, comme beaucoup, puisque du coup, j'ai fait beaucoup de recherches. Et Fenrir, c'est c'est le loup qui va tuer Odin, quoi. Donc, dans la mythologie, donc c'est quand même un personnage important. Il y a cette chaîne qui le retient, qui est fait de choses enfin, qu'on ne peut pas avoir. Voilà. Donc, comment je l'ai abordé? J'ai voulu que ce soit un petit peu, qu'on apprenne un petit peu des choses sur lui, mais pas tellement puisque bah, il y a le documentaire qui l'accompagne. Voilà, j'ai voulu surtout travailler sur le côté mystérieux de ce personnage dont on ne sait pas s'il est là pour le bien ou pour le mal. Voilà. Voilà, j'ai voulu rendre un peu plus peut-être pas sympathique, hein, mais mystérieux, pas forcément le loup méchant qui va tout manger, quoi. C'est vrai que dans la nouvelle, donc pour le coup d'Audrey, là on est sur une nouvelle qui se passe à une époque contemporaine et qui est vraiment une nouvelle dans du fantastique pur. Donc on peut pas trop en révéler non plus, mais on a effectivement un personnage qui est un peu imprégné, on va dire, de Fenrir. Alors ça joue vraiment là sur du fantastique, on ne sait pas si on est dans la folie ou pas, on ne sait pas si on a une vraie menace de fin du monde ou pas, donc ça joue vraiment sur cette peur de la fin du monde. Pour rester sur Fenrir, comme je vois qu'on a une question de Nepenthes, donc ce qui fait deux choses qu'on ne peut pas avoir, c'est en fait la chaîne qui retient Fenrir, puisque Fenrir, en fait, quand il naît, tout de suite, il apparaît comme une menace. Donc, c'est une créature extrêmement puissante qui va faire peur aux dieux eux-mêmes. Et donc, du coup, les dieux vont essayer de l'attacher ils sont obligés de le garder attaché, lié, parce que s'il est relâché, il pourrait détruire le monde et menacer aussi directement l'existence des dieux. Donc, Audrey, si tu veux un peu plus parler de cette chaîne, puisqu'elle est, elle est au centre de la nouvelle, puisque cette chaîne est censée le retenir, mais si elle casse, c'est un peu, le monde est menacé complètement. Oui, oui, bah, alors, c'est la chaîne de Gleipnir qui est faite
de choses insaisissables comme le bruit des pains d'achat, la barbe d'une femme, euh, il y a le souffle d'un poisson. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui ont été neutralisées et mis dans cette chaîne formée par les nains. Voilà. Et pour enchaîner Fenrir, parce aucune chaîne ne pouvait le retenir. Après, voilà, cette chaîne peut-être on ne sait pas à quoi elle ressemble. Voilà. Et donc dans ma nouvelle, voilà, elle est sous une forme que je ne dirai pas, que je ne dévoilerai pas, mais qui, qui n'est pas une chaîne qu'on peut voir partout. Alors, oui, je pense que c'est d'ailleurs, enfin, c'est très dans l'esprit, en fait, aussi, on va dire, nordique, enfin, germanique de cette mythologie-là, donc de parler beaucoup en images, en métaphores, etc. Quelque chose au passage que n'aimaient pas les Romains, qui étaient plus clairs dans leur manière de parler. Donc, c'est le côté sous-entendu, poétique des Germains, parfois les agaçait un peu. Ça fait partie de leur difficulté de communication. Mais en tout cas, ce qui est intéressant là, je pense, c'est vraiment de dire finalement l'impossibilité presque de contenir cette puissance. Donc, il faut quasiment un objet qui n'existe pas, qui n'est presque qui n'est pas concevable par l'esprit humain pour arrêter, je pense, de manière imagée, une force qui elle-même dépasse toute force qu'on pourrait concevoir. Je pense on est dans ce genre d'idée. Si vous n'avez plus rien à ajouter sur ce sujet, on va parler justement un petit peu de cette notion de fin du monde. Lui, tout à fait, Népenthes, c'était des gens très pragmatiques, très terre à terre, un peu l'inverse des Germains qui aimaient beaucoup parler avec en métaphores, en idées, en association d'images, qui rend aussi d'ailleurs leur mythologie un peu plus difficile d'accès par rapport à ça aussi, par rapport à notre conception du monde également. Et donc, justement, cette notion de fin du monde, c'est aussi une notion donc, que Julia aborde avec la peur de l'hiver éternel. Donc là encore, on est sur une menace assez quand même concrète hein, je pense, pour les Nordiques. Donc la peur du Fimbulvert. Je ne sais pas trop comment le prononcer. Si tu sais mieux que moi, tu nous aideras. Et donc, oui, alors, je l'ai sous les yeux. Imbulvekir, peut-être, des choses comme ça. Il y a un peu à la fin, donc je ne sais pas trop comment on le prononce précisément. Mais en tout cas, oui, donc on a cet hiver éternel qui est censé annoncer la fin du monde, hein, parce que s'il fait trop froid, effectivement, plus rien ne vit. Donc, précéder la notion de Ragnarok. Donc, on peut dire que les Nordiques, a priori, avaient très peur qu'un hiver très rude détruise complètement leur monde. Et on avait au passage une question de Népenthes tout à l'heure sur justement l'idée un peu surprenante d'écrire sur une saison que tu ne connais pas. Donc, comment ça s'est passé et comment as-tu envisagé tout ça? En tout cas, je peux dire pour l'avoir lu que je ne m'attendais pas à cette révélation parce que on ressent vraiment le froid dans ta nouvelle tout le long et c'est assez prenant. Comment j'ai écrit sur quelque chose que je ne connais pas? Eh bien, en l'écrivant comme quelque chose que mes personnages connaissent pas vraiment non plus. Parce que l'hiver que je décris est un hiver qui est tellement effrayant et impossible, en fait, qu'eux-mêmes sont plongés dans un monde où ils se disent, bah, on a basculé et ce qu'on voit n'est plus ce qu'on connaît. Accessoirement, je connais des gens qui ont déjà vu la neige, j'ai déjà vu des films avec de la neige, je vois à quoi ça ressemble le froid, j'ai une vague idée. Parfois il fait 15 degrés chez moi, c'est super froid. Et, euh, et je pense aussi qu'il y avait un peu... En fait, dans l'hiver, ce qui m'intéressait vraiment, c'est que l'hiver, c'est l'idée d'un cycle. C'est quelque chose qui va forcément s'arrêter. C'est quelque chose qui va forcément permettre une renaissance. Et d'ailleurs, dans mon texte, j'essaie un peu d'incorporer un peu une idée de cycle, quelque chose qui a l'impression que ça va passer. Et au final, cet hiver-là, c'est l'hiver qui ne passera pas. En réalité, s'il va passer, parce qu'il est censé durer 3 ans, mais 3 ans, c'est très très long, assez pour tuer toute forme de vie naturelle, on va dire. Et aussi, un petit détail, c'est que cet hiver, c'est pas vraiment explicité dans ma nouvelle, mais c'est un hiver qui pousse à la guerre fratricide. Donc, c'est un hiver qui est tellement cruel que cette cruauté s'imprègne chez les hommes.
et seuls, on va dire, ceux qui parviennent à lutter pourront s'en sortir. Mais du coup, vu que le Ragnarok arrive juste après, ils pourront pas s'en sortir en réalité. En fait, il y a l'idée du cycle parce que l'hiver s'arrête, mais ce n'est pas pour renaître. Et c'est ça que j'ai trouvé super intéressant dans ce film, même si je les prononce mal. On l'écrira au pire dans la description plus tard de la vidéo. Et oui, et puis effectivement, dans ta nouvelle aussi, on est aussi sur une nouvelle qui est très fantastique finalement, puisque c'est mêlé, donc c'est une nouvelle qui se passe là, dans les temps anciens, donc vraiment avec les personnages qui sont dans la croyance et qui voient surgir un hiver qui leur semble anormalement froid. Mais finalement, on est un peu dans l'hésitation, on ne sait pas si vraiment c'est leurs croyances qui les font paniquer, parce qu'ils s'imaginent que ça y est, c'est vraiment la fin du monde, tout est fichu, ou si finalement c'est juste un hiver plus froid qu'un autre et ils se montent un peu la tête. On a vraiment, moi c'est ce que j'aime bien le fantastique classique aussi, et on est vraiment sur l'horreur qui peut finalement venir juste de la croyance. Je voulais ajouter quelque chose sur cette idée justement de rester dans ce doute. C'est vrai que l'hiver, c'est riche, hein, c'est riche dans ces traditions-là. Quand l'hiver arrivait, il y avait beaucoup de choses à préparer. Et, euh, et c'est des périodes où ils restaient vraiment enfermés. Hein. Donc, beaucoup de contes et légendes sont autour de cet univers-là, autour de l'hiver. Et peut-être que le Ragnarok, le côté hivernal, enfin, ça m'intrigue énormément. J'ai pas lu les textes, hein, donc je serais heureux de découvrir cette nouvelle sur le Ragnarok et sur Fenrir. Hein. Et d'ailleurs, justement, tu nous parlais de Yule, Aaron, donc ça fait partie de ta nouvelle, donc tu traites aussi des croyances de Yule qui sont aussi associées, qui sont Et- aussi associées à l'hiver et justement à la tradition, donc tu vas un petit peu nous parler lié à Yule. Ouais, Yule, du coup, bon, je crois que t'as deux textes qui parlent de Yule dans l'anthologie, Euh, hein, si je ne me trompe. Qu'il y a le tien, il y en a un autre qui l'aborde, mais d'une autre manière, donc c'est celui Bon, de après, Sophia. c'est vrai que l'intérêt de l'anthologie, c'est d'avoir ces petits articles qui arrivent après les nouvelles pour revenir dessus, vraiment pour revoir les thématiques. Maintenant, pour développer un peu sur Yule, c'était le Noël chez les Islandais, chez les Norvégiens. Ils s'offraient des présents. Donc dans ma nouvelle, la légende du Jólakötturinn, donc le chat de Noël, le chat géant de Noël, c'est que si les enfants n'ont pas eu de nouveaux vêtements à Noël, ben, ils se font dévorer. Voilà, tout simplement. Et donc il y a une intrigue autour de la laine, de la vente de laine qui n'est pas arrivée. Enfin voilà, c'est une cargaison de laine qui va nourrir toute cette nouvelle. Et avec ce chat qui rôde dans la brume, je vais pas trop en dire parce que je vais pas spoiler les moments forts du texte. Mais vraiment, c'est une légende qui a été transmise, qui vient d'Islande. Et il y a pas mal de chansons. Hein. Björk, d'ailleurs, je vous conseille la chanson de Björk sur les Jólakötturinn, et qui est très très belle. Et c'est une chanson du folklore islandais et qui parle de ce chat. Donc moi, je dois vraiment aller aux origines de cette créature. Et comme c'est vrai que j'ai commencé mon aventure avec les sombres félins chez Barbara, bah, je trouvais que c'était un bon moyen de faire un tour de cadran des 10 années en venant sur les chats. Et donc c'est vrai que sur Yule, c'était une période où les présents étaient offerts, mais c'est souvent des présents qui étaient pratiques. Aujourd'hui, on s'offre des choses qui sont un peu futiles, hein, honnêtement. Mais à l'époque, c'était pour survivre à l'hiver, à la rudesse de l'hiver. Hein. C'est vrai que l'hiver était tellement violent que bah, il y avait ce besoin d'avoir des vêtements. Cette peur de pas avoir de vêtements neufs, pas pouvoir être protégé du froid, était importante. Hein. J'ai vu Jean-Pierre mettait un commentaire, Jean-Pierre Maguin, je te salue. C'est vrai que 15 degrés chez nous, bah, c'est vrai que c'est limite l'été. Hein. Moi, je suis en Lorraine, dans les Vosges. Et bon, c'est vrai qu'avec le réchauffement climatique, on a des petits changements, malheureusement. Mais, mais oui, l'hiver est capital au centre des légendes et des contes nordiques. Et Yule en faisait partie. Yule, c'est les périodes d'équinoxe. Hein. Je sais pas si vous connaissez les différents équinoxes. Il y avait Samhain pour l'équinoxe du 31 octobre, hein, qui a été remplacé après par la Toussaint, puisque savoir que les fêtes païennes n'ont pas trop plu hein, au christianisme, hein, donc on a changé toutes ces dates-là. Et donc Yule, c'est l'ancêtre de Noël. Mais à l'époque, il s'offrait déjà des cadeaux, il s'offrait des présents. Donc, pour précision, en fait, Noël, c'est un mélange entre Yule et les Saturnales romaines, Ouais. où ils s'offraient aussi des cadeaux. C'est aussi un peu l'idée de renouveau, de solstice. Hein. Ça, c'est un peu la même chose, mais avec des symboliques un peu différentes. Et de ce que tu me dis, oui, je pense qu'au niveau du côté des vêtements, c'est même l'idée que si on n'a pas des vêtements assez chauds, de toute façon, on va pas survivre à l'hiver. Donc finalement, le chat géant incarne presque l'hiver qui vient
chercher Ah oui, mais d'une il incarne totalement cette saison, ce changement, et puis cette menace du froid, la peur du froid. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on connaît moins, encore heureux. Hein. On est quand même avec nos toits, on est couverts et tout, mais à l'époque, les gens vivaient par rapport aux saisons. Hein. Toute la vie était induite par les saisons et par rapport aux denrées alimentaires, à la laine pour les vêtements, à ces choses-là. Et donc dans mon texte, je reviens sur cet aspect historique de la laine, quoi, hein, de la vente de laine entre la Norvège et l'Islande. Et puisque ma nouvelle parle de Vikings qui attendent une cargaison de laine et ils vont aller la chercher et découvrir du coup partir à la rencontre du Jola-Kotulin. J'essaie de le lire avec l'accent, hein, je suis pas islandais, j'ai des vagues d'origine suédoise, mais voilà, j'essaie de le lire du mieux possible. Mais écoutez la chanson, vraiment allez sur YouTube. Et de toute façon, je crois que Barbara pitch un peu toutes les nouvelles en ce moment. Et quand on arrivera au Jola-Kotulin, je partagerai pas mal de chansons autour de la légende. Et quand on fera des petits articles aussi de préparation, ça sera intéressant de revenir sur cette légende. Bien sûr, donc de toute façon, dans tous les cas, pour les anthologies, on a effectivement fait en moyenne avec un article et puis une nouvelle. Donc pour chaque mythe, vous aurez des précisions. Enfin là, on donne des précisions, mais on rappellera un peu tout ça directement dans les articles avec encore plus d'informations. Donc on peut. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Aaron, sur le sujet ou... Non, non, bah, je lis les commentaires en même temps que tu me parles, Barbara. C'est vrai que Jean-Pierre me dit que ça me rappelle la nouvelle d'Ennui de Lorraine, hein, qui figure au-dessus de ma cheminée d'ailleurs. Il y a eu un petit reportage, je sais pas si vous connaissez le Grand JD, hein, le Grand JD qui a fait une vidéo sur la Bête des Vosges il y a peu. Et donc je suis intervenu, voilà, j'ai mis un petit commentaire en dessous pour parler de la Bête des Vosges. Et bon, c'est vrai que j'aime beaucoup les créatures, j'aime aussi les loups. Hein. Donc j'ai écrit une nouvelle sur les loups dans Nuit de Lorraine, mais pas cette fois-ci. Cette fois-ci c'est une autre bête, hein, qui est liée au folklore nordique. Hein. Mais j'espère vraiment que oui, les gens seront intrigués parce que c'est pas le tout. Nous, on ouvre l'imaginaire, hein, on ouvre une porte sur l'imaginaire, mais que les gens aillent creuser derrière, aillent s'enrichir. Hein. Et voilà, c'est le plus important, je pense, c'est d'ouvrir des portes et de pas les fermer. Et justement, pour revenir au loup, donc on peut revenir avec Audrey, comment tu as abordé justement cette nouvelle, un peu la construction que tu as décidé de finalement faire un loup qui est là sans être là, enfin, comment cette idée s'est structurée et pourquoi, si tu arrives un petit peu à expliquer ce choix narratif. Alors, c'était justement pour faire en sorte qu'on se demande s'il y avait un côté folie ou un côté réel. Après, honnêtement, l'imagination, c'est quelque chose qui ne s'explique pas. Mais c'est vrai que j'aime bien le côté fantastique où on ne sait pas vraiment. On ne sait pas si les choses qu'on vit sont réelles ou pas. Donc, et puis, euh, et puis ce loup, voilà, en faisant mes recherches dessus, il est quand même là pour le Ragnarok et puis aussi pour que les choses, le renouveau vienne. Et j'ai trouvé que finalement, il avait un rôle très important et il n'était pas si mauvais que ça. En plus, bon, c'est quand même, on peut le considérer un peu comme un dieu aussi, puisque c'est le fils de Loki. Euh, voilà, et il a été enchaîné malheureusement de manière très injuste, parce qu'au départ, il me semble, hein, dans mes souvenirs de ce que j'ai vu, il était aimé d'Odin, et en fait, c'est la prophétie qui fait que ils ont eu peur de lui et qu'il a été enchaîné. Donc, j'ai trouvé ça un peu injuste et j'ai voulu voilà, j'ai voulu parler de manière, on ne sait pas ce qu'il euh, ce qu'il est vraiment. Voilà. Je pense après, c'est un peu je pense, l'ambiguïté un peu de cette bête sauvage que tu peux, j'imagine, dans l'esprit, jamais vraiment dompter. À mon avis, ça, je pense qu'il peut incarner un petit peu ça. Donc, c'est vrai qu'il est prisonnier un peu injustement, puisque finalement, il n'a pas le temps de commettre de vrais crimes, si on veut, de mettre vraiment en danger les dieux. Mais ouais, je pense que c'est toujours cette idée qu'on peut pas vraiment non plus le dompter, on peut pas être sûr qu'il va rien faire. Je dirais ça, je pense, à mon avis, sur ce qu'incarne le Fenrir. D'ailleurs, Aaron, est-ce que tu avais hésité, toi, à écrire sur Fenrir, Non, comme tu non disais du tout. Alors, je vais expliquer un peu la genèse de ma nouvelle.
Ah, c'est vrai que quand j'ai vu la télé, moi aussi, je suis parti sur l'histoire des Vikings. Et je me suis dit, bon, alors là, mon gars, tu pars sur un truc, tout le monde va écrire sur les Vikings, ça c'est sûr. Et j'ai vu cette creepypasta, en fait. Au départ, c'est une creepypasta, ce qu'on appelle les creepypastas, c'est des petites histoires de légendes urbaines sur un chat géant qui dévore les enfants. Mais c'est quoi cette créature que je ne connaissais pas avant? Alors j'ai vu le nom, Yola Cthulhu, et je tapais sur Google, et je me suis rendu compte que c'était une vraie légende, une vraie histoire scandinave. Et ça fait tilt. Je dis bon, c'est là-dessus que je vais écrire. Il n'y a pas d'autre chose voilà, qui m'inspire. C'est vraiment le chat géant qui dévore les gens. Et, euh, et donc je suis parti là-dessus. C'était la genèse du projet. Mais après c'est vrai que la mythologie est tellement riche. J'aurais pu écrire sur les trolls, sur Loki, enfin sur plein de choses, vraiment plein de choses. Mais c'est de chercher l'originalité aussi, de chercher la chose dont on n'a pas trop entendu parler. Et c'est pour ça que je suis parti sur le chat géant. On aura C'était la l'occasion de base. on Voilà. Donc aura l'occasion de parler avec Loki, avec Nepenthes, ouais, la semaine la semaine prochaine prochaine. sur le live avec El Azari, Mm. qui je crois parlera aussi de The Thing de John Carpenter. En fait, moi je parle de cinéma aussi, je sais pas si vous connaissez ce film, mais mais voilà, c'est un film qui se passe en Antarctique avec la neige, il y a une créature qui rôde et qui prend l'apparence humaine, voilà, qui prend l'apparence de tout l'équipage, bref. Et c'est un film qui nous a beaucoup inspiré, lui et moi, sur l'écriture de nos nouvelles. Dans le cinéma qui peut aussi inspirer l'écriture, donc un mélange des deux. Et donc je crois que la semaine prochaine tu auras un peu de Thing, donc je renvoie la balle à El Azari, à lui d'en parler la semaine prochaine. D'ailleurs, effectivement, on va parler juste pour aborder ce côté bestiaire. C'est vrai que la proposition de la créature de ta nouvelle m'avait surpris parce qu'effectivement, le chat, c'est pas vraiment une créature qu'on s'attend à croiser dans la mythologie nordique, plutôt associée à la mythologie égyptienne, hein, puisque c'était là Mhm. que l'animal vit. Et donc, il n'y en a pas beaucoup des chats, mais c'est vrai que je pense que ça vient déjà plus des Germains, parce que la mythologie nordique est aussi germanique. Il y avait des chats parce que en Scandinavie, ça arrivait un peu plus tard. C'est un animal qui est associé à Freya. Donc, je sais pas si tu Exactement. as un petit peu de la symbolique du chat nordique, si tu peux nous en parler. Ou... elle est légère, hein, Ouais, c'est très mais c'est vrai que léger, Freya, franchement, c'est la présence du chat dans le nord, c'est pas quelque chose que j'ai énormément creusé. Après, le chat est présent dans toutes les civilisations, quasiment, hein, qui a un but différent. C'est que chez les Égyptiens, il y avait un culte autour du chat, que les Nordiques n'ont pas forcément. Donc là, il est plus vu comme une créature malfaisante et maléfique. Il fait partie d'ailleurs d'une famille. Hein. Ce chat géant fait partie d'une famille. Dont j'en parle pas dans ma nouvelle, mais peut-être que j'en parlerai dans l'article. Hein, mais il fait partie d'une famille. C'est le chat de, je sais plus comment s'appelle sa maîtresse. Hein. C'est une géante hein, qui dévore aussi les gens, hein, qui dévore tous les gens, les géants dans le. N'allez pas en Islande, hein, ils sont dangereux, les géants là-bas. Mais voilà, le chat fait partie d'une famille et il est envoyé au moment du Yule pour punir les enfants qui n'ont pas de nouveaux vêtements. Voilà. Donc, mais sinon, les traces du chat dans le Grand Nord, dans le Nord, oui, ben, le chat est présent comme animal pour chasser les rats, les souris dans là où ils entreposent les denrées. Hein. Ça, c'est sûr. Au départ, c'est comme les Égyptiens. Hein. Là, on retrouve la trace du chat sur le fait de chasser les rats, les souris pour entretenir le blé. Mais après, il n'y avait pas un culte particulier chez les Vikings ou du côté nordique. D'ailleurs, on le retrouve. On voit bien que le Fenrir avec Odin, il y a un lien. Le loup qui est majestueux, qui est imposant. Et je pense que les Vikings, le chat, ils le voyaient d'un autre œil, plutôt malfaisant. c'était un animal importé, entre guillemets, Hmm. donc qui était moins présent sur leur territoire, en tout cas scandinave, je pense germanique, ils l'ont mis un peu plus tôt, donc ce qui a pu nourrir la mythologie. Mais effectivement, au niveau des Islandais, peut-être qu'il y avait une méfiance du chat Faut pas avoir peur des chats, ils qui a sont pu gentils. amener à créer cette créature effrayante. Mais c'est vrai que sinon, dans la mythologie nordique, d'ailleurs, pour en parler un petit peu, on va faire, bon, le loup, évidemment, l'ours, le corbeau, ça, c'est des animaux qui Bah, sont présents. le corbeau, c'est vrai qu'il y a tout un tas de légendes autour du corbeau. Hein. Je pense à Floki qui a découvert l'Islande, hein, qui a envoyé ses corbeaux depuis son navire. C'est comme ça qu'il a découvert l'Islande. J'en parle vite fait dans ma nouvelle. Hein. Il y a un petit clin d'œil à Floki hein, et avec ses corbeaux. Hein. Mais le corbeau, oui, il y a un rapport différent. Hein. Je sais que la semaine dernière, vous avez parlé un peu des sorcières, des volvas. Et donc, du coup, cet animal, le corbeau, pouvait être associé à la volva. Hein. C'était quelque chose qui donne une vision différente du monde. Hein. Des animaux qu'on trouvait sur les terres du Nord, qu'on trouve aussi ici, finalement, dans l'Est de la France. Hein. On n'est pas si loin que ça, hein, de l'Allemagne, bon, un peu plus loin de la Norvège et d'Islande, forcément, mais c'est des animaux qu'on trouve ici. Le
Le loup est présent dans les Vosges, les corbeaux, on en a beaucoup, beaucoup. Donc du coup, c'est des animaux qui avaient autour d'eux. Peut-être un peu moins les chats, mais ils ont quand même fait des légendes avec, là, des petites Ah oui, histoires. parce que maintenant, les chats, on a beaucoup aussi. Ici, bah, maintenant oui, mais il y a une période où on me dit, si on prend le Moyen Âge, ah là, le chat était pas vu d'un bon œil, quoi. Hein, au Moyen Âge, combien de chats ont été massacrés, malheureusement, comme le loup, hein, finalement. Hein, beaucoup d'histoires idiotes liées à la religion. Et finalement, le côté païen faisait que les animaux étaient traités différemment. Plus un côté de légende, le folklore était plus présent, mais moins vouloir massacrer les animaux que la religion chrétienne et le Moyen Âge. De toute façon, dans le folklore, justement, je parle des loups et des corbeaux, c'était des familiers aussi d'Odin. Oui, tout à fait. Donc il y avait un respect. Dans un animal, on n'est pas sûr dans ce genre de croyances. Et Il y aussi avait les beaucoup de. corbeaux qui peuvent envoyer des signes, enfin, qui sont souvent vus comme des présages, bons ou mauvais, mais pas forcément Bah, c'est mauvais comme on dirait aujourd'hui. ce qu'on retrouve aussi chez les Romains. Je me rappelle de l'augure qui prenait des poulets pour avoir un peu le présage. Hein. Il lance un poulet en l'air pour savoir comment il retombait ou autre, pour avoir des présages. Et c'est pour ça que on a l'expression l'oiseau de mauvais augure. Aujourd'hui, c'est par rapport à l'augure dans la mythologie romaine. Et après, on n'a pas, avec la Volva, on n'a pas des expressions. C'est vrai que malheureusement, sur les traditions nordiques et la mythologie nordique, ces retours qu'on a aujourd'hui dans nos vies de tous les jours, elle est pas si présente, moins présente que la culture latine, que la culture romaine, et même la culture égyptienne. Et c'est parfait d'avoir cette anthologie. Je fais un peu de publicité du coup, hein, mais c'est vrai que avec Terre en nordique, tu remets en avant des thèmes importants. Et surtout en les dissociant de ce côté Marvel, ce côté américanisé des choses. Et ça l'accapare, parce que finalement, on est pas mal à être descendants de ces personnes, hein, des invasions barbares qu'il y a eu, des invasions vikings, hein, qui ont laissé des descendants. Moi, j'en fais partie, donc du coup, je sais ce que c'est. Mais voilà, donc non, faut remettre au goût du jour ces légendes. Tu parlais de Volbas, c'est vrai qu'on aurait presque pu, enfin après il fallait, on était limité en personne, mais on aurait pu inviter aussi Julia dans le live de la semaine dernière, puisque tu es un personnage aussi de Volva, donc tu peux un peu nous parler justement de ces traditions-là, en plus de l'hiver. C'est vrai que tu as essayé d'aborder aussi l'aspect social et le rôle de la Volva dans un village nordique. Alors, je vais pas trop m'étendre parce que, en fait, ce personnage, en fait, le principe de la sorcière, que ce soit une sorcière dans la mythologie nordique, enfin, dans la vie des Vikings ou la sorcière moderne, on va dire, c'est que c'est forcément quelqu'un qui va être craint. Parce qu'elle est étrangère un peu à ce monde dans lequel vivent les autres. Et d'ailleurs, initialement, mon personnage de Volva était une étrangère. Après, on a un peu excusé ça du texte parce que ça faisait beaucoup d'informations. Et elle représentait vraiment cette première personne qui se dit il y a quelque chose qui va pas, et en même temps les autres disent mais si ça va pas, pourquoi toi t'as rien fait, puisque tu es censé avoir une espèce de cohésion avec le monde que nous tu dis qu'on n'a pas, puisque toi on t'a autorisé à avoir ce rôle, mais en même temps on l'ostracise, donc ça lui donne une forme de pouvoir, en même temps ça lui en enlève. Et c'est un peu, enfin, c'est vraiment ce que j'ai voulu faire avec ce personnage-là. Enfin, c'est un personnage qui m'a touchée, alors que c'est moi qui l'écris, mais en fait, ça m'a touchée de remettre son pouvoir en avant. Parce qu'au final, elle est agente de l'aventure qui va se passer après. Effectivement, et avec le côté augure, etc. Donc l'impression, enfin, un peu, elle détient un petit peu la lecture presque que du futur. Enfin, on va lui faire confiance et ça peut être aussi une grande responsabilité que ce personnage peut se retrouver à avoir. On va retrouver d'assez présent dans les textes. Ben, Aaron aussi d'ailleurs a mis un personnage de Volva qui a effectivement aussi cette ambiguïté de personnage à la fois qu'on respecte et qu'on va craindre parce qu'on ne sait pas trop l'étendue de ses pouvoirs et ce qu'elle peut voir en plus des autres. Exactement. Après, cette Volva, c'est un personnage secondaire dans mon texte. Hein. Elle a un rôle, voilà. Elle est écoutée, elle est crainte parce qu'elle a un savoir qui paraît inconnu aux autres.
Hein, c'est un peu comme les chamans ou les augures. Hein. On retombe vraiment sur ce type de personnage qu'on trouve dans plusieurs mythologies, dans plusieurs cultures. Et je crois que la Volva, c'était ça. C'était un personnage qui était dans les tribus, dans les villages qui était un peu crainte. Et qui s'est transformé, c'est vrai qu'après, chez nous, en sorcière. Hein, c'est la personne qui voit, qui sait des choses, qui interprète les rêves, qui interprète les signes, et qui est forcément crainte. Dans mon texte, je trouvais ça important de l'introduire. C'est pas gratuit, c'est que il fallait ce côté où il y ait une voix qui interprète l'inconnu, puisque mes C'est ça. personnages sont confrontés à quelque chose qui se cache, hein, puisque c'est une forme au départ, hein, donc elle est là pour prévenir un peu, pour dire attention, je sens des choses, je ressens des choses, et il y a ce côté oui ambigu, ce côté ambigu parce qu'elle sait sans savoir, elle décrit pas les choses non plus à fond, et c'est ce qu'on retrouve chez la sorcière, hein, notre sorcière qui va dire attention, je vois des choses, mais les choses sont pas très claires, hein. Et, et voilà, donc mais c'est un personnage, je crois que tu as eu dans pas mal de textes, hein, la Volva, donc c'est étrange parce que finalement on en parle très peu de la Volva, hein. Moi, avant d'écrire sur le Yola Kutuline, le terme de Volva, je l'avais jamais lu, je l'avais jamais entendu. Et en creusant, vraiment, je me suis dit, mais c'est important d'en parler, c'est important, il y a carrément des statues qui sont dressées en l'honneur des Volva en Islande, quoi. La Volva que j'utilise, elle a une statue en Islande. Donc, d'où le voyage de la Norvège à l'Islande, voilà, je pense qu'il sera peut-être développé dans l'article après nouvelle, hein. Mais ces Volva, non, elles avaient un rôle important. Elles étaient craintes, mais respectées, hein, respectées vraiment. Hein. Il y a pas de, on les a pas cramées. Hein. Là, pour le coup, elles étaient écoutées. Justement, le problème qu'avaient eu les chrétiens après, parce qu'elles étaient écoutées, donc c'est un peu qui a déclenché après la chasse aux sorcières qui était très forte dans les pays, en Allemagne, etc., où il y avait encore des restes, pas une grosse résistance de la culture nordique. Et, euh, et du coup, tout ce qui était assimilé à une volva de près de loin, c'est aussi pour ça qu'on voulait les supprimer, parce qu'elles avaient un pouvoir politique et donc un pouvoir religieux d'une religion qu'on voulait Tout supprimer. à fait. Ce qui va à l'encontre des religions faisait peur. Et c'est pour ça qu'on a fait disparaître les fêtes. Hein. On parlait du Yule, hein, Yule qui a disparu pour devenir Noël, Samhain qui est devenu à Toussaint, enfin toutes ces choses-là. Hein. La religion a transformé aujourd'hui. Bon, c'est vrai qu'avec, ça fait quand même quelques années quand même on revoit la réalité des choses. On revoit l'histoire. L'histoire impose la réalité des choses. C'est capital, c'est capital. Et ces pauvres Volva, ces pauvres sorcières, enfin ces sorcières du coup qui ont été brûlées, c'est vrai. Qu'est-ce qu'elles faisaient de plus et de pire que les Volva, que les augures? Rien, vraiment rien. Hein. Donc c'est juste qu'elles allaient à l'encontre des textes religieux qui étaient vraiment le guide de chaque personne au Moyen Âge. Et encore récemment, parce qu'on parle du Moyen Âge, mais moi je suis issu de terres de sorcières, hein, la Lorraine. Tu sais très bien, Barbara, tu aussi viens de Lorraine, qu'on est dans des terres de sorcières en Lorraine, et il y a encore 50, 60 ans, c'était difficile, quoi. Et elles empêchaient en fait, en maintenant elles maintenaient les anciennes croyances, hein, comme je l'avais dit, je crois, dans notre live, en fait, les Valois, c'est un peu l'équivalent des druides pour les Celtes. Donc forcément, c'est normal que le personnage revienne souvent finalement, puisque c'est un personnage auquel on accordait un grand crédit dans les sociétés de l'époque. Et en fait, les Romains, ou les chrétiens sont attaqués aux druides, puis après aux Volva, parce que forcément, ils maintenaient les anciennes croyances en place, donc ils empêchaient un petit peu à la politique chrétienne à se mettre en place. Mm. Quoi. Ils la bloquaient un peu, ça les ennuyait. Donc, et puis, ça les ennuyait aussi qu'ils gardent la mémoire de ces mythes-là. Donc, et en plus, ils avaient une autorité qui n'était pas l'autorité décidée par le pouvoir en place. Donc ça aussi, ça pose des soucis. Voilà, pour en parler brièvement. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose sur le sujet. Non, bah c'est vrai que sur la religion, il y a des traces. Hein. Moi, je vois en Islande, les moines qui ont laissé à l'abandon les ruines. On a des traces de présence, hein, de cette volonté déjà de partir en mission pour convertir. Et moi, dans mon texte qui se passe vraiment dans le passé, hein, il y a ça se croise, hein, ça se croise les traditions. Et puis, mais je voulais pas que la religion soit trop présente et que ça étouffe le côté fantastique et horrifique du texte. Hein. Mais c'est vrai on a cette volonté de cette mission. Et que tu parlais de l'Allemagne. L'Allemagne, elle a vécu ça de plein fouet. Hein. Ils ont été obligés d'abandonner les cultures nordiques pour partir vers les religions. Et Vraiment, pardon.
plutôt vers la religion chrétienne, hein, parce Mhm. que la culture nordique, c'était une religion en soi, hein, si on veut, Oui, oui. païenne. Du coup, ça, c'est un monothéisme qui n'était pas très compatible. Ouais. Mais, euh, mais effectivement, c'est vrai qu'il y a quelques nouvelles dans la tienne qui montrent un petit peu ce début de changement de monde, où il y a un peu une rivalité entre les deux cultures. Après, c'est vrai que bon, le but quand même de l'anthologie nordique, c'était vraiment de revenir aussi aux sources, donc pas forcément de mettre obligatoirement tout de suite la religion nordique en conflit avec la religion chrétienne, mais vraiment de rester quand même essentiellement sur les croyances nordiques, quoi. Donc évidemment, c'est pas le sujet principal, mais c'est pour dire un petit peu le rôle de la vulva dans ces sociétés et à quel point bah, elle a été importante. Elle a marqué beaucoup de textes, surtout les textes qui se passent dans l'ancien temps. Donc, Mhm. on a un petit peu un équilibre qu'on a essayé de maintenir, et puis aussi qui a été proposé dans les divers textes, entre des textes qui se passent vraiment dans le passé et qui essayent de respecter, on va dire, le quotidien, la réalité historique de ces peuples. Enfin, on a fait comme on a pu, hein, parce que je pense que pour Aaron, comme pour Julia, qui ont écrit sur ces époques-là, et pas la documentation est un peu compliquée puisque c'était pas des peuples qui avaient l'écriture, donc parfois on est aussi limité aux écrits romains, aux écrits chrétiens après, qui sont les seules sources concrètes qu'on a vraiment de ces peuples-là. Ils n'ont pas laissé de témoignages écrits eux-mêmes, mais on a fait comme on a pu, on peut dire. D'ailleurs, juste avant de conclure, par rapport à ça, Julia, quelles ont été les difficultés justement, parce que toi, tu as choisi une époque où, en plus, il n'y a même pas vraiment de sources concrètes, puisque les personnages ne sont pas du tout encore dans les croyances chrétiennes, enfin, ils sont vraiment sur leurs croyances nordiques pures, donc c'est pas encore une région qui a été touchée par ça dans ton histoire. Alors pour moi, le grand secret, quand tu veux parler d'une époque où on a peu de sources, c'est de faire le moins Oui, possible. En fait, j'ai essayé au mieux avec ce que j'avais sous la main parce que vu que j'avais, là je l'ai plus, mais j'avais encore une carte étudiante, donc j'avais accès à une bibliothèque universitaire, donc j'ai pu aller feuilleter les trucs. Mais étant donné que je voulais au mieux garder une espèce de cohérence sans tomber dans des clichés immédiats, j'ai essayé de garder tout ce que je savais, notamment sur comment étaient composés les villages, parce que ça, du coup, j'ai eu plein de sources là-dessus, genre vraiment comment c'était composé. Donc ça, je me suis dit, ça va être ma partie réaliste. Je garde là où j'ai des bases solides, et si jamais je commence un peu à me dire, oui, mais je sais pas vraiment si cette personne, elle a un rôle social qui est assez grand pour se mesurer à cette autre personne. Si ça, je ne sais pas, je vais vraiment sur là où je suis sûre que je vais pas me tromper parce que c'est pas mon but d'écrire des bêtises. essayer d'être réaliste sans être trop précis pour pas commencer C'est à ça, poser trop pas faire de d'interrogations. la désinformation. Ça fonctionne plutôt bien. Merci. Quelque chose à ajouter, Aaron, à ce sujet ou... Ah non, non, je comprends tout à fait, hein. C'est vrai que les sources, il n'y en a pas beaucoup des sources. Donc, si on veut pas faire des informations, faut être un peu dans le flou, hein. Mais on est là pour écrire du fantastique, donc on est forcément un peu dans cette partie, cette liberté, hein, cette zone où on se permet quelques libertés. Et c'est vrai que le côté historique, je sais qu'il y a des personnes qui sont très pointues sur la culture nordique, hein. Et voilà, je voulais pas qu'il y ait un problème avec ces personnes-là. Donc, je te dis, sur la partie sur les moines, la présence des moines en Islande, c'était compliqué, très compliqué, parce qu'il n'y a pas beaucoup de traces documentées. Donc c'est vrai que j'ai un peu switché, un peu mis un côté flou là-dessus. Et voilà, pour éviter les problèmes. Le reste, on est sur des lieux qui existent, sur des personnages qui ont existé. Voilà, il y a fait écrit. Hein. Donc là, il y a plein d'articles, il y a plein de choses, c'est documenté. Il y a moyen de trouver derrière, après avoir lu la nouvelle, d'approfondir les recherches. Hein. Tout à fait. Et pour toi, Audrey, donc toi, tu as fait le choix plutôt d'être sur l'époque moderne, donc comme une aussi grande partie des auteurs. Est-ce que tu t'es posé la question de peut-être écrire à l'époque des Nordiques ou tu as préféré rester, enfin, tu avais vraiment l'idée de de plutôt la mythologie qui ressurgit dans une époque contemporaine? Ah oui, je crois que la question ne s'est même pas posée en fait. Je ne me suis pas dit je vais écrire quelque chose qui s'est passé il y a longtemps, tout simplement parce que je suis sur du contemporain en général. Et voilà, j'aime le côté ressurgescence de choses
qui sont un peu oubliés en fait. Là, effectivement, c'est une jeune fille qui fait des études sur ça, justement pour dire quelles sont les conséquences, quels sont les héritages sur la littérature contemporaine. Donc, voilà, j'aime ce côté, ben, on ressort un peu ce qui a été oublié. Voilà, donc, vraiment, j'étais pas du tout sur l'époque de cette civilisation viking ou autre. Faire aussi ben, toute la diversité de l'anthologie et la manière dont chacun s'est réapproprié le sujet et aussi à envisager l'écriture, donc une écriture fantastique ou horreur, ou les deux. Donc ça va dépendre aussi des textes. Je vous remercie tous les trois pour ce live qui était, j'espère, très intéressant. En tout cas, même moi, j'ai appris pas mal de choses. Et est-ce que vous voulez ajouter un mot de la fin, Julia? Oui, ben alors j'ai adoré travailler sur les corrections éditoriales avec toi, Barbara. Et ça me donne très très envie de lire les autres nouvelles. Donc à toutes les personnes qui sont en train d'écouter, de regarder ce live, je vous conseille très fortement d'aller lire ces nouvelles parce que ça a l'air incroyable. Merci beaucoup. Et c'est aussi très agréable de travailler avec toi. Ben, Aaron? Ah bah moi, c'est vrai que j'en ai l'habitude maintenant. C'est une collaboration qui dure et que j'espère qu'elle durera encore longtemps, hein. Et voilà, je rejoins Julia dans le fait qu'il faut vraiment nous aider sur cette anthologie. C'est vrai que là, on approche, on a dépassé 70% aujourd'hui ou hier, hein, sur la campagne Ulule. Mais dites-vous que voilà, quand je vois la couverture, elle est incroyable, quoi, la couverture est magnifique. Hein. Et voilà, aidez-nous. On a besoin de vous pour faire de ce livre et cette anthologie un objet déjà incroyable. Bon bah les histoires, j'ai pas de doute que sur les choix que Barbara a fait, on va être surpris, bluffé, et qu'on aura des thèmes incroyables, mais que l'objet livre soit magnifique. Hein. Et on a besoin de vous, vraiment, hein, sur les 10 derniers jours qui restent, pour nous aider à avoir un livre incroyable et que cette aventure soit inoubliable. Merci Aaron et Bien. donc, Audrey. Cool. J'ai appris pratiquement autant de choses en faisant les corrections avec Barbara. C'était super que de faire mes recherches. J'ai trouvé ça vraiment très instructif. Je pensais pas qu'effectivement ce livre allait être enfin, si beau, quoi. Je trouve que c'est quelque chose à avoir. Il est collector. Je suis surprise du travail et du travail qui est fait tout autour. Et vraiment, j'incite les gens à aller le prendre. Voilà. Donc, oui, bah, merci aussi Audrey. Donc, puis la campagne est toujours en cours. Hein, elle dure encore une dizaine de jours. Donc, sur Terreur Nordique, on a fait une campagne notamment pour mettre en avant un format qu'on n'a pas encore tenté avec les éditions, qui est un format donc en relié, donc avec une couverture solide en carte cartonnée et avec aussi une dorure holographique. Donc sur les autres éditions des Luciferine, en tout cas sur les anthologies, on a l'habitude de faire des beaux livres. Donc on avait fait les 3 précédentes anthologies avec des dorures et puis l'intérieur en couleur. Donc là, c'est une autre proposition et pour essayer de faire vraiment un livre qui soit collector. Donc n'hésitez pas à participer, à soutenir les auteurs pour avoir bah, le plus bel objet possible. En tout cas, nous, on va continuer à militer sur les réseaux pour que la campagne avance. Et puis, on aura un autre live la semaine prochaine avec El Azari et Nepenthes qui vous parleront plus spécifiquement des dieux nordiques. Parce que leurs nouvelles sont sur des dieux. Donc, surtout Odin et Loki. Voilà, bah, je vous dis une bonne soirée et puis au plaisir. Et puis on se retrouve sur les réseaux et sur Ulule et la semaine prochaine pour un live. Au revoir. Bonne Au revoir. soirée. Au revoir.